Alors pour construire ce dictionnaire, qui a eu d'ailleurs plusieurs versions, plusieurs types d'entrées, parce que c'est jamais simple de faire des choix quand on fait un dictionnaire, et ça m'a pris pas mal de temps, j'ai décidé de partir des collectages du XIXe siècle, parce qu'il représente un matériau excessivement abondant, un matériau un peu fragile, bien entendu, parce qu'il a été pollué par la littérature populaire, par les almanachs, etc. Enfin bon. Mais c'est quand même la seule époque où nous disposons de ce matériau-là, inégal, parce que certaines provinces ont été remarquablement bien collectées. C'est le cas, par exemple, pour la Bretagne. C'est moins le cas pour le midi de la France. Le Languedoc, par exemple, a dû attendre le XXe siècle, avec Jalby et Seignol, pour être collecté. Une partie du Dauphiné, de la Bourgogne, a été collectée par Van Gennep aussi au XXe siècle. Donc, bon, voilà, c'est inégal. Mais malgré tout, on a une telle abondance qu'on peut, à l'intérieur de ce corpus, faire des choix. Parce que le deuxième écueil, quand on fait ce type de dictionnaire, c'est évidemment se dire qu'on ne va pas mettre bout à bout, voilà, en compilant tout ce qu'on trouve chez les collecteurs, mais il faut que les éléments qui soient posés aient du sens. Donc il y a par exemple des témoignages que j'ai directement évacués en me disant, bon, ça ne touche qu'un collecteur. Visiblement, il l'a pris dans un grimoire, ou il l'a pris, ou c'est une recette familiale. Ça n'avait pas grand intérêt pour le dictionnaire. Donc, l'intérêt, justement, c'était de trouver d'une part les constantes, c'est-à-dire des croyances, même si on les repère avec leurs variantes, bien entendu, mais de trouver des types de croyances qui, à la fois, figuraient dans le sud de la France, dans l'est de la France, en Bretagne, dans le nord, etc. Voilà, pour la poser. Et puis, à l'inverse, certaines croyances très isolées, mais suffisamment intéressantes pour qu'on se dise qu'elles étaient peut-être issues d'un souvenir beaucoup plus ancien. Puis ensuite, j'ai essayé de remonter le temps. Alors, remonter le temps au XVIIIe siècle, c'est pas très compliqué. De toute façon, les collecteurs, ce sont des gens du XVIIIe que souvent ils contactent. XVIIe siècle, on a aussi pas mal d'œuvres, en particulier le traité des superstitions de Jean-Baptiste Thiers, qui les fustige, mais qui du coup nous les donne. Voilà. Donc, il ne les localise pas. Donc ça, effectivement, ça peut être un problème, alors que pour tout le 19e, ces croyances sont localisées. Donc il ne les localise pas, mais il nous donne voilà, une matière intéressante. Des fois, il se trompe aussi, donc je n'ai pas non plus tout pris. Mais voilà, alors parallèlement, évidemment, que ce soit au XVIIe ou au XVIIIe siècle, il y a eu beaucoup de livres, même au XIXe, sur les superstitions, que j'ai néanmoins laissé de côté parce que, d'une part, là, il n'y a pas du tout de localisation, mais également, ce sont souvent des articles qui sont assez fantaisistes, donc je m'en suis très peu servi. Pour le Moyen-Âge, eh bien, Moyen-Âge, nous sommes excessivement pauvres, mais bon, voilà, on peut glaner dans Rabelais, on peut glaner dans certains auteurs, Noël Dufay, etc., des petits éléments qui nous permettent de dire « Ah, cette superstition du 19e, elle est déjà là au Moyen-Âge, donc c'est intéressant. » Et puis, évidemment, un texte manuscrit qui est connu sous le titre « Le livre des quenouilles » ou « Les évangiles des quenouilles », où là, ce sont des femmes qui se retrouvent pendant une semaine, tous les soirs, pour filer, et qui donnent leur évangile, qui sont des petites anecdotes comme ça, et dans lesquelles on trouve beaucoup de superstitions. Donc voilà, je suis remontée grâce à ces femmes, peut-être picardes, mais bon, on ne peut pas assurer du tout de localisation. Je suis remontée au Moyen-Âge. Ensuite, peut-on remonter plus loin? C'est compliqué. C'est compliqué parce que, d'abord, il y a une question qui est celle de la continuité. Ce n'est pas parce qu'on va trouver une superstition au XIXe siècle qui ressemble à ce qu'on peut lire, par exemple, dans l'histoire naturelle de Pline, écrite au 1er siècle, que ça vient directement de là.
Ça a pu être repiqué au XVIe siècle dans un almanach. On sait que Pline a été excessivement célèbre, qu'il a été beaucoup traduit, beaucoup publié, que les naturalistes de la Renaissance s'en sont énormément servis. Voilà, donc cette question de la continuité, elle ne nous permet pas d'assurer, à moins qu'on retrouve, et c'est le cas, mais assez rarement. C'est le cas par exemple pour le mariage en mai. Voilà, le mariage en mai, on ne se marie pas en mai. Eh bien ça, c'est déjà une superstition qui existe du temps des Romains. On va la retrouver au Moyen-Âge, on va la retrouver à la Renaissance, on va la retrouver au XIXe siècle. Et lors d'une conférence en Loire-Atlantique, une dame à la fin m'a dit « Mais moi, jamais on ne m'aurait laissé me marier en mai parce que ça porte malheur. » Donc voilà, par exemple, une superstition dont on peut penser, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, et on ne peut rien affirmer, mais dont on peut penser qu'elle a traversé le temps pour des raisons qui nous échappent totalement.